bonjour. Voilà, donc je suis Nouriel El Fawzi, donc je suis professeur à l'université Gustave Eiffel et je suis sur le campus de Lyon. J'ai l'honneur de présider cette soutenance. Donc on est là aujourd'hui réunis pour la soutenance de thèse de Monsieur Julien Le Dunff sur des questions d'apprentissage automatique sur les données bathymétriques. Et donc le jury réuni donc, est composé de Madame Sylvie Daniel, qui est professeure de génie géomatique à l'Université de Laval au Québec. Et donc, on a également Jean-Guy Nistad, d'ingénieur hydrographe du BSF allemand. Thierry Schmidt, qui est docteur en géologie marine, qui est également au CHOM, qui fait partie de l'équipe encadrante. Donc, on a Steve Oudo, qui est maître de conférence à l'INRIA-Saclay, et Nathalie Debèze, qui est enseignante chercheur de l'INSTA de Bretagne. Et enfin, Romain Billot, qui est professeur à l'IMT Atlantique. Ils font également partie de l'équipe qui encadre. Donc, la soutenance va se dérouler selon 3 parties. Donc, une première partie qui va être consacrée à une présentation orale des travaux de M. Le Dunff. Et puis après, il y aura une séquence questions-réponses aux membres du jury et une dernière partie qui va être consacrée finalement à la délibération et puis au retour aux candidats. Voilà, Monsieur Le Dunff, donc vous avez la parole pour 45 minutes. Vous allez nous présenter donc vos travaux et puis à l'issue de ça, donc il y aura une partie questions-réponses et on va s'autoriser une petite pause de 5 minutes, histoire un peu de s'hydrater, puis éventuellement bouger un petit peu. Voilà, donc la parole est à vous. Très bien, merci Monsieur El Fawzi. Bonjour à tous, je suis l'ingénieur en études et techniques de l'armement Julien Le Dunff, ingénieur hydrographe au CHOM et doctorant au LabSTIC dans l'équipe DECIDE. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous pour soutenir ma thèse qui porte sur l'apprentissage automatique de données massives, bathymétriques, pour l'optimisation de systèmes de levée hydrographique. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du jury présents à l'IMT, mais également au virtuel, et tout particulièrement les rapporteurs, Madame Sylvie Daniel et Monsieur Noureddin El Fawzi, pour le soin apporté à la relecture de ce manuscrit. Alors, assez naturellement, on pourrait se demander l'intérêt aujourd'hui encore d'optimiser les systèmes de levée hydrographique. Mais si on compare purement comptablement la connaissance de la cartographie martienne et terrestre, par exemple, on observe que depuis 2019, l'Agence spatiale européenne a cartographié plus de 98% de la planète rouge, et ce, avec 80% une résolution meilleure que 20 mètres. Si maintenant on compare finalement la dernière compilation bathymétrique mondiale JEPCO, qui est présentée en bas de ce slide, on s'aperçoit qu'on a mesuré finalement que 23,4% des fonds marins, et les fonds marins, les océans recouvrant plus de 71%, près de 71% de la surface de la Terre. Ainsi, de façon un petit peu abrupte, on pourrait conclure qu'on connaît mieux un astre à des millions de kilomètres que les océans finalement sur lesquels naviguent des millions de navires. Et alors justement, le CHOM, en tant que service hydrographique national, est un de ces acteurs qui étudie les fonds marins, et ce depuis plus de 300 ans. Notamment dans le cadre de 3 missions qui se complètent, celle de l'hydrographie nationale, en produisant des produits et ouvrages nautiques comme les cartes marines, le soutien à la défense nationale et le soutien aux politiques publiques de la mer et du littoral. Et donc pendant toute son existence, le CHOM a toujours cherché à évoluer et à innover dans l'acquisition, le traitement et le contrôle des données marines, comme on peut le voir là sur la figure de droite, avec sur une zone des levées réalisées au plomb de sonde en rouge, qui a une densité assez parcellaire et ponctuelle, et en bleu, un levé réalisé au sondeur multifaisceau, beaucoup plus résolu et beaucoup plus dense. Comme je viens de le présenter, un des capteurs qui est beaucoup utilisé aujourd'hui dans le domaine de l'hydrographie est donc le sondeur multifaisceau. Et un autre capteur beaucoup utilisé au sein du CHOM est le lidar bathymétrique. Donc, 2 capteurs actifs. Ils envoient donc une onde acoustique dans le cadre du sondeur multifaisceau à gauche et optique, donc un laser dans le cadre du lidar bathymétrique. Et ils écoutent finalement l'onde qui a été émise, et en fait, avec cette
connaissance du temps de l'onde émise et de la réception de cette même onde, on peut calculer la distance qui est présente sous le porteur et donc la profondeur des fonds marins. La principale différence entre ces deux capteurs, c'est que finalement, le capteur SMF, lui, est embarquable sur des navires ou des drones et a une portée de 2 mètres jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Quant au lidar bathymétrique, lui, il a une portée qui est beaucoup plus restreinte, jusqu'à 50 mètres de profondeur, et ce, en fonction de la turbidité et de la clarté de l'eau. Et il est embarquable sur des aéronefs, mais également sur des satellites. On voit notamment qu'avec l'évolution de ces différents capteurs, on a une vraie explosion du volume de données ces dernières années, avec des capteurs de plus en plus denses, de plus en plus résolus. Et aujourd'hui, on a pu mesurer, par exemple, au sein du CHOM, une multiplication d'environ 10, un facteur 10, le volume de données en seulement 10 ans. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 4 ans, finalement, au début de la thèse, le contexte était très foisonnant autour de l'intelligence artificielle. Il y avait un peu un fantasme également autour de la transformation des métiers via l'intelligence artificielle. Et on s'est posé la question de comment la science des données pouvait être utile et pouvait être au service finalement des géosciences. Avec, on le voit à gauche, finalement des systèmes experts qui étaient très présents dans les années 80 et qui ont migré au fur et à mesure vers des systèmes à apprentissage automatique. Justement, quand on parle d'apprentissage automatique, souvent on parle de 3 familles différentes. L'apprentissage par renforcement, que je n'aborderai pas du tout dans cette soutenance, et l'apprentissage non supervisé, qui concerne les familles finalement où on n'a pas de labellisation, on n'a pas l'information de la solution au moment où on réalise l'apprentissage, et l'apprentissage supervisé, où lui justement on a cette information de labellisation au moment où on va créer notre modèle. Et il y a également l'apprentissage semi-supervisé qui est un peu un intermédiaire entre les deux. Et finalement, avec cette explosion du volume de données, la science des données est, elle, tout indiquée pour faciliter le travail quotidien des opérateurs. Et donc, c'est un peu avec ces idées en tête qu'on a construit une problématique générale qui est finalement comment la science des données peut-elle faciliter le travail des hydrographes au quotidien dans les tâches d'acquisition, de traitement et contrôle des données massives issues de levées hydrocéanographiques. Et finalement, autour de cette problématique générale, on a décelé des verrous scientifiques qui nous semblait important de traiter, notamment dans le cadre de ce projet de recherche. La première de ces questions, et c'est finalement, par rapport à l'état de l'art qu'on a pu étudier, l'apprentissage automatique est-il pertinent pour détecter des sondes aberrantes bathymétriques? Si aujourd'hui, les capacités des méthodes supervisées pouvaient-elles prédire finalement directement les fonds marins? Et enfin, plutôt une question autour de la qualité de la donnée bathymétrique. Et elle est la suivante. Comment intégrer des modèles de qualité de la donnée et de préférence pour évaluer la qualité de l'information acquise? De la même façon que pour le manuscrit, on a décidé de répondre à donc ces différentes questions en structurant le manuscrit avec une approche multi-échelle. La première échelle est finalement celle micro, celle qui s'intéresse à la donnée. Donc on est vraiment au niveau de la sonde bathymétrique et de son voisinage proche, et on essaie d'estimer des informations pertinentes. Ensuite, on a vu que très rapidement, il a fallu changer d'échelle pour justement gérer ce volume de données croissant et passer à l'échelle méso, qui va nous permettre de structurer l'échelle micro pour en récupérer de l'information, en extraire de l'information. Et enfin, à partir du moment où on a cette information qui est structurée, qui est modélisée, qui est prédite, on s'est intéressé au dernier niveau d'échelle qui est l'échelle macro, et dans lequel finalement là on s'intéresse plutôt à la prise de décision et à réussir à qualifier les niveaux d'échelle précédents, donc le niveau d'échelle méso et micro. Justement, commençons avec ce premier niveau d'échelle micro, celui de la donnée. Alors les contributions associées à cette échelle micro sont déjà la réalisation d'une taxonomie, donc une classification des méthodes de détection des sondes aberrantes, qui a été publiée et qui nous a permis de vraiment comprendre le terreau quelque part de toutes ces méthodes de détection de sondes aberrantes, ce qui nous a permis à partir de cette taxonomie de construire des descripteurs, donc des manières d'analyser la donnée, de décrire la donnée, et en combinant ces descripteurs, réaliser des premiers prototypes d'apprentissage supervisé en se reposant justement sur ces descripteurs et cette taxonomie. Alors, depuis le début de la présentation, je vous parle d'erreurs, notamment dans les lots de données bathymétriques, et très souvent, on les caractérise au nombre de 3. Alors, le premier type d'erreur qu'on va trouver dans les jeux de données bathymétriques, c'est celui associé au bruit de mesure. Donc, c'est finalement la sensibilité du capteur, c'est l'incertitude verticale de toute la chaîne bathymétrique. Et donc, c'est une information qui est très importante pour nous parce que ça va nous permettre vraiment de
caractériser l'incertitude verticale de notre mesure. Ensuite, on va voir les erreurs systématiques, qui, elles, sont des biais qui sont présents sur toutes les lignes d'acquisition et qui, là, peuvent être dus à un problème d'ajustage, finalement, entre différents capteurs. Donc là, ce qui est présenté, par exemple, c'est un biais en roulis. Et donc, on voit que c'est des erreurs qui vont se propager sur toutes les lignes d'acquisition. Et le CHOM, par exemple, et tous les services graphiques mettent en place des campagnes d'ajustage pour justement détecter ces erreurs systématiques avant de réaliser des levées et supprimer ces erreurs systématiques des levées bathymétriques. Et enfin, l'erreur finalement qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est les erreurs ponctuelles. Et c'est justement la détection de ces erreurs ponctuelles. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'algorithmes différents pour essayer de les détecter, et elles peuvent être dues à plusieurs sources différentes. Ça peut être des multitrajets des faisceaux acoustiques, par exemple, dans une morphologie complexe. Ça peut être un banc de poisson, ça peut être une erreur au niveau du capteur acoustique, qui vont nous créer justement toutes ces erreurs ponctuelles. Et alors, quand on a regardé justement l'état de l'art associé à cette détection des erreurs ponctuelles, on a donc construit une classification. Le premier niveau de classification est celui associé à la supervision, donc la manière dont on va engendrer l'algorithmie ou le modèle, et qu'on a séparé en 3 classes, le supervisé, le semi-supervisé et le non supervisé. La première chose qu'on verra mieux dans la slide suivante, c'est que finalement la majorité des algorithmes qu'on a pu détecter et qu'on a pu analyser sont plutôt classés dans la branche non supervisée, et que la branche supervisée, elle est beaucoup plus petite. Donc là, on a notamment 5 articles qui ont été détectés, et ils ont plutôt pour but de réaliser une classification, c'est-à-dire indiquer si une sonde est valide ou aberrante. Ce qu'on voit également, c'est que ce type de supervision, il est beaucoup plus récemment utilisé, et on voit qu'il y a une explosion finalement de ce type de méthode utilisée aujourd'hui et ces dernières années. Maintenant, on va faire un focus sur la deuxième partie, qui est justement le deuxième sous-famille de cette taxonomie, et qui sépare les levées non supervisées, les méthodes non supervisées, en des méthodes concentrées sur les approches données ou les approches surface. Alors, les approches surface à droite ont pour objectif finalement d'essayer de prédire un fond bathymétrique, prédire des fonds marins, prédire le fond le plus juste et le plus fidèle possible, et ensuite venir filtrer autour de ce fond et assez brutalement finalement comparer une distance d'une sonde à ce fond et détecter comme ça les sondes aberrantes. L'approche donnée, elle a plutôt pour objectif de s'intéresser à la sonde et construire un voisinage autour de cette sonde, et essayer de comparer la cohérence finalement de cette sonde prise dans son voisinage. Et donc pour réaliser cette comparaison, on va voir des descriptions statistiques, on a également détecté des méthodes basées sur la densité, sur la distance, et sur des clusterings et des queues de distribution finalement pour détecter les sondes aberrantes. À partir de cette taxonomie, justement, on a commencé à analyser la donnée bathymétrique. Et là, je vais vous présenter justement 2 exemples d'analyse de la donnée. Alors, le premier est un descripteur qu'on a appelé descripteur naturel, dans le sens où c'est un descripteur qu'on a directement au moment de l'acquisition, et qui est l'amplitude du signal acoustique retour. Finalement, on l'a classé en trois blocs. Les données qui sont rejetées à la conversion, donc qui sont directement rejetées par l'industriel, par le manufacturier du sondeur multifaisceau, les données acceptées en orange et les données acceptées en vert. Et déjà, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde très rapidement ce graphe, on voit qu'en fait, les médianes associées à chacun des différents groupes de points sont positionnés à des endroits différents. Donc on voit que cette variable explicative, finalement, elle est discriminante dans le problème que nous, on va essayer de résoudre. On suppose aussi très fortement, mais on n'a pas la réponse donnée par les industriels, mais on suppose très fortement que c'est également ce descripteur-là qui est utilisé par les industriels pour justement détecter les faisceaux aberrants. Ensuite, on a construit un autre descripteur qui, lui, qu'on a rangé dans une famille de descripteurs qu'on a appelé spatial, dans le sens où, encore une fois, là, on a pris une sonde et puis on a calculé un voisinage spatial et après estimé on a réalisé un estimateur statistique pour réaliser la cohérence de cette sonde. Et on s'est basé sur le calcul de la matte distance pour construire ce descripteur. Et là, encore une fois, on voit que cette variable explicative semble être bien discriminante pour le problème que l'on va
chercher à résoudre, c'est-à-dire détecter des sondes acceptées ou des sondes rejetées. Juste pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail de la mat distance, alors c'est le calcul de l'écart absolu médian par rapport à la médiane, communément abrégé en écart absolu médian ou médiane absolue de déviation, donc le MAD en anglais. Et donc l'objectif, c'est justement de comparer une valeur ZI à la médiane de son voisinage, la multiplier par une constante de cohérence, et ensuite ceci nous donne le MAD score. Et en fait, la MAD distance, c'est cette précédente différence normalisée par le MAD score. Et donc, comme ça, on peut essayer on arrive facilement à détecter les sondes incohérentes de leur voisinage grâce à ce calcul médian. Ensuite, donc, on a, à partir de cette taxonomie, donc, construit un ensemble de descripteurs. Et on a voulu les intégrer dans des modèles d'apprentissage supervisé. Alors, tous les modèles d'apprentissage supervisé fonctionnent globalement de la même façon. L'objectif est toujours d'essayer d'estimer la fonction grand F qui est présente dans la première équation, et ce, en se basant sur une base de données d'apprentissage qui va comprendre toutes nos variables explicatives, donc par exemple l'amplitude que j'ai présentée juste avant ou le calcul de la mat distance, et qui vont être nos vecteurs colonnes x1, x2, xn. Mais également, au moment de l'apprentissage supervisé, dans notre dataset d'apprentissage, on a accès à l'information Y qui est l'ensemble des solutions. Et ensuite, après, pour chaque modèle, on va avoir, pour l'apprentissage supervisé, pardon, on va avoir deux méthodes un petit peu différentes, les méthodes de régression et les méthodes de classification. Alors, les méthodes de régression, l'objectif, c'est de prédire une valeur unique, alors que les méthodes de classification, ça va être de prédire dans quelle classe, justement, la donnée va arriver. Et nous, dans le cadre de ce premier prototype, on s'est plutôt intéressé au modèle de classification parce que c'était justement ce qui commençait à poindre dans l'état de l'art. Et finalement, c'est ce qui est réalisé aussi par l'opérateur. C'est-à-dire que quand il va venir entourer un ensemble de sondes bathymétriques, ce qu'il réalise, c'est une classification et il indique que ces sondes sont mauvaises ou de bonne qualité. On a donc ensuite mis en place différents classifieurs, donc le Random Forest et le XGBoost qui sont deux méthodes ensemblistes, et puis une régression logistique qui est une méthode un peu plus classique. Donc c'est finalement des méthodes qui sont très couramment utilisées en apprentissage supervisé. Et ce qui nous intéresse tout particulièrement dans les résultats de ces classifieurs, c'est l'objectif est de diminuer le nombre de faux positifs. Donc c'est ce que vous allez retrouver en vert dans le Random Forest et le XGBoost et en rouge dans la régression logistique. Et donc finalement d'améliorer le score de précision ou accuracy en anglais. Alors pourquoi on cherche à diminuer le nombre de faux positifs? C'est que finalement si on regarde au niveau des lignes et des colonnes, ces données représentent les valeurs qui ont été validées par un hydrographe, donc validées par un opérateur, mais rejetées par le modèle, rejetées par la prédiction du modèle supervisé. Donc finalement, on essaye au maximum de réduire ce nombre d'occurrences, parce que finalement, là, quand on regarde la régression logistique, on voit qu'il y a plus de 5850 sondes qui ont été justement détectées comme rejetées par le modèle, mais valides par l'hydrographe. Ça veut implicitement dire que possiblement le modèle a supprimé des épaves, des obstructions, des têtes de roches qui avaient été validées par l'hydrographe. Donc c'est pour ça que c'est cette métrique-là qui nous intéresse. Sinon, on voit que justement le Random Forest et le XGBoost fonctionnent très bien pour notre problématique, alors que la régression logistique, elle a un petit peu plus de difficultés. Maintenant, quelques bilans autour de cette échelle micro. Donc, bilan des contributions déjà. On a donc réalisé une taxonomie exhaustive des techniques de détection des sondes aberrantes avec l'analyse de plus de 60 articles qui traitent de la question. Et on voit qui traite de la question beaucoup sur les aspects sondeurs multifaisceaux et de plus en plus autour du traitement de l'IDAR bathymétrique. On a également réalisé une agrégation pertinente de descripteurs qui est donc basée sur cette taxonomie, ce qui nous a permis de réaliser un premier prototype et les premiers résultats que je vous ai montrés juste avant. Par contre, on voit certaines limites quand même encore importantes, et notamment quand on a réalisé la taxonomie, on s'est rendu compte que finalement, les méthodes de détection des données aberrantes reposaient beaucoup sur des méthodes spécifiques, dans le sens où finalement, un utilisateur allait développer son algorithme pour son besoin. Et donc, typiquement, un utilisateur qui travaille beaucoup sur des poses de pipeline ou des poses de câbles, lui, va essayer plutôt de détecter les sondes aberrantes autour d'un câble sous-marin.
alors qu'un autre utilisateur pourrait s'intéresser plutôt à des reliefs particuliers, à des morphologies particulières. Et donc finalement, ces méthodes qui ont été présentées dans la taxonomie, elles se généralisent finalement assez peu. Enfin, une grosse limite et qu'on va aborder juste après, c'est celle du passage à l'échelle. Finalement, on se rend compte assez rapidement que dans la génération de nos descripteurs, notamment les descripteurs spatiaux, en fait, au bout d'un moment, ils deviennent très calculatoires. Ça prend finalement beaucoup de temps à calculer sur des très gros volumes de données. Et donc, plus on va intégrer d'informations, plus on va intégrer de sondes bathymétriques, plus finalement la modélisation va pouvoir être complexe et ce passage à l'échelle va être rendu compliqué. C'est donc pour ça qu'on a réfléchi à passer à l'échelle méso, celle de l'information. Finalement, l'objectif et la contribution de l'échelle méso, c'est bien de mettre en place une structuration de la donnée, et notamment la donnée lidar bathymétrique. C'est essayer de prédire le fond marin à partir d'un modèle de régression. Et on a eu la chance de pouvoir travailler avec des opérateurs du CHOM, donc on a pu expérimenter finalement cette chaîne de traitement et l'intégrer dans une solution en production. Et finalement, une des contributions importantes, ça a été également l'hybridation d'un modèle supervisé, donc un modèle d'apprentissage machine, avec des estimateurs statistiques pour améliorer notre solution. Alors, sur la slide juste avant, je vous ai parlé justement de lidar bathymétrique. Alors, il y a eu trois raisons principales, et d'autres annexes, mais trois raisons principales du changement de ce capteur. Alors déjà, le lidar bathymétrique repose sur un format qui est le format LAS, qui est ouvert, avec beaucoup de données labellisées au CHOM, donc qui facilitait finalement son exploitation. Ensuite, on a profité d'une conjoncture bonne au sein du CHOM avec le lancement du projet TRETLIA avec l'INRIA et l'IMT Atlantique qui a permis justement de lancer une dynamique sur ces données. Et enfin, chose que je n'ai pas présentée dans l'échelle micro, mais le déséquilibre des classes entre les données valides et invalides est complètement différent dans le cadre du lidar bathymétrique. Si vous avez pu remarquer sur les slides précédents qui montraient les résultats de la donnée sondeur multifaisceau, on avait à peu près 99% de données valides pour 1% de données invalides dans le cadre des capteurs sondeurs multifaisceau. Alors que là, pour le lidar bathymétrique, assez naturellement, en fait, le lidar aéroporté est donc au-dessus de l'eau, et le premier signal qu'il va capter, c'est celui de la surface d'eau. Et donc finalement, cette information supplémentaire va nous créer un déséquilibre entre le fond prédit bathymétrique présent ici en vert et finalement toutes les données un petit peu annexes qu'on va mesurer, comme la surface d'eau, les erreurs dans la colonne d'eau ou les erreurs ponctuelles. Et donc en termes de déséquilibre des classes, ici on est plutôt à 30% on va dire de données valides et 70% de données invalides. Ce qui est plutôt à l'avantage quand voilà, on essaie de mettre en place des algorithmes des modèles supervisés, on cherche toujours un petit équilibre entre les classes. Et finalement, aujourd'hui, ce travail qui est réalisé par les opérateurs au sein du CHOM, du traitement de données lidar, donc passer de l'image à gauche à l'image à droite, est toujours un travail aujourd'hui long, pénible et finalement répétitif. Alors justement, pour mettre en place les modèles qu'on a développés dans ce niveau d'échelle, l'échelle de niveau méso, on a tout d'abord réfléchi à une structuration qui soit pertinente pour notre problématique. Et donc, on s'est inspiré des méthodes qui étaient utilisées dans le cadre des données multispectrales, l'exploitation des données multispectrales avec la création d'une structure en 2 dimensions horizontales et une dimension verticale. Alors, 2 dimensions dans le sens où la résolution horizontale, elle est identique. Donc, ça nous crée notre petit maillage jaune que l'on peut voir à l'écran. Et ensuite, dans chacune de ces cellules, on va échantillonner sur l'axe vertical pour créer les voxels que vous pouvez voir à droite. C'est ce qui est représenté là par la cellule rouge et les voxels, l'échantillonnage sur la verticale. Et ensuite, donc, en créant tous ces voxels, on va associer tous les points qui sont présents dans l'échantillonnage vertical dans les voxels. Et là également, construire des descripteurs qui sont basés majoritairement sur l'état de l'art et qui sont donc de 6, donc la densité non normalisée des points dans le voxel, l'élévation moyenne et l'intensité moyenne, l'intensité du signal lumineux, le retour du signal lumineux, leurs écartiers par associés et la planarité, qui elle repose sur un calcul de valeur propre des nuages de points présents dans le voxel. Et en fait, finalement, toute cette colonne d'eau, tous ces ensembles de voxels pour une maille donnée, représentent notre vecteur d'entrée qu'on va donner à notre modèle supervisé. Alors, justement, à l'échelle micro, on s'était plutôt intéressé à la classification, parce que c'est ce qui était fait assez naturellement par les opérateurs.
Et finalement, dans cette nouvelle structuration, on a plutôt décidé de travailler sur la régression, sur des modèles de régression, pardon, parce que justement, on voyait que quand on a commencé à travailler sur cette échelle-là, l'état de l'art sur la classification était encore balbutiant, mais par contre, il n'y avait aucun algorithme qui s'intéressait justement à la régression. De plus, on a discuté avec les opérateurs et on s'est dit que finalement, la régression permettait aussi de fournir des outils performants d'aide à la décision en leur fournissant un modèle numérique de terrain le plus vraisemblable possible et leur permettant finalement d'avoir un accès au type de fonds très rapidement. On a justement, après avoir mis en place cette structuration et ces descripteurs, testé différents régresseurs. Des régresseurs, on va dire, classiquement utilisés dans le cadre de régression justement en apprentissage supervisé. Donc le support vector régression en bleu, le multilayer perceptron en orange et le random forest en gris vert. À droite, vous pouvez voir justement les résultats de ces trois régresseurs à partir d'un hyperparamètre de notre structuration, qui est la résolution horizontale. Et sur l'axe vertical, vous pouvez voir la métrique que nous, on a utilisée tout au long de nos études, qui est la mean absolute error. Et donc très rapidement, on peut voir que plus on augmente la résolution horizontale, plus l'erreur est mauvaise, et que le SVR est plus mauvais que le MLP, qui est lui-même plus mauvais que le random forest. Et c'est donc d'ailleurs ce dernier modèle qu'on a décidé de conserver pour la suite des essais. Notamment, on a pu mettre en place une expérimentation avec des opérateurs du CHOM, ce qui a été très intéressant et un très bon retour d'expérience, parce que finalement, ils avaient à traiter la même zone de façon manuelle et avec la chaîne de traitement intelligence artificielle qu'on avait pu mettre en place. Et donc, ils ont pu tester cette chaîne de traitement sur 3 zones différentes, 2 zones d'assez faible profondeur, donc la zone 1 qui est une zone rocheuse, la zone 2 qui est une zone de parc à vitres, et la zone 3, une zone profonde au sens lidar bathymétrique, donc par 20 mètres de profondeur environ. Et tout ça au large de Paimpol. Comme je vous le disais au début de ce chapitre, un des grands succès a également été l'intégration directement dans le logiciel de traitement, donc, et ce grâce au format LAS ouvert du lidar bathymétrique, mais on a pu transformer ce format LAS pour que les opérateurs du CHOM au sein de leur logiciel de traitement PFM-ABE, qui est un logiciel open source, directement avoir accès à l'information de la prédiction. Et là, on peut voir par exemple en blanc toutes les sondes qui sont détectées comme appartenant avec le niveau de confiance le plus important au fond. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail de l'apprentissage, donc vous voyez en haut la vérité terrain de notre zone 1. Et ensuite, en bas, vous voyez les zones qui ont été sélectionnées, un exemple de zones qui ont été sélectionnées pour l'apprentissage. Donc, on a pris 25% de la vérité terrain pour créer notre dataset d'apprentissage. Et puis, spécifiquement, en bas à gauche, 70% de ce dataset pour le learning dataset. Et en bas à droite, les 30% restants pour le dataset de test. Et finalement, après cette modélisation, donc à gauche, encore une fois, on peut voir la référence du traitement manuel, notre vérité terrain. Au centre, le résultat après la prédiction par Random Forest. Et la première chose qu'on peut voir et à laquelle on est assez satisfait, c'est que finalement, la morphologie globale est respectée. On voit qu'il y a effectivement des très bons résultats sur beaucoup de pixels. Par contre, on peut encore voir des pixels isolés, notamment dans la zone bleue au nord-ouest. On peut encore voir des pixels isolés qui vont signer de façon différente à la référence du traitement manuel et également en bordure. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une régularisation spatiale où l'objectif était justement de venir détecter tous ces pixels aberrants et venir les remplacer par la médiane de leur voisinage assez abruptement. Ce qui permet d'améliorer à la fin notre prédiction. On peut voir que voilà, cette régularisation spatiale, elle reste quand même très simpliste, dans le sens où dès qu'on va avoir des groupes de pixels comme celui présenté en haut à gauche sur la figure du centre ou la figure de droite, ceux-là ne vont pas être détectés par la régularisation spatiale, parce que finalement, dès qu'un groupe de pixels va être incohérent, ils vont être incohérents ensemble et donc ne vont pas être détectés par cette régularisation spatiale.
Et l'algorithme qui apparaît, encore une fois, été utilisé pour détecter cette incohérence, c'est là également le calcul du MAD distance. Maintenant, donc, quelques bilans et des contributions et encore une fois les limites justement associées à cette échelle. Encore une fois, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place une preuve de concept vraiment opérationnelle. On l'a intégré dans la chaîne de traitement du CHOM et on l'a fait tester par des opérateurs. Mais surtout, d'un point de vue informatique, on a mis en place une structuration qui est finalement efficiente avec des résultats de référence pour la régression et encore une fois, des méthodes de régression qui n'avaient pas encore été appliquées sur du lidar bathymétrique. Néanmoins, les limites sont encore nombreuses. La première d'entre elles, c'est la généralisation. Aujourd'hui, les apprentissages réalisés sont à chaque fois sur les mêmes zones sur lesquelles ensuite on va tester. Donc, c'est finalement la faiblesse ici, une faiblesse qu'il faut résoudre et il faut réfléchir à cette généralisation et s'assurer que le modèle généralise bien sur d'autres zones. Également, un élément qu'on a pu assez rapidement voir avec les opérateurs, c'est que finalement, le modèle, lui, va prédire sur n'importe quelle zone. Et donc, typiquement, si vous êtes sur une zone comme les 3 zones qui sont présentées en bas à droite, la zone 1, 2 et 3, si vous êtes sur des zones où il n'y a pas de données bathymétriques, ce qui est représenté en bleu sur la figure de gauche, sur toutes ces zones-là, votre modèle va pouvoir fonctionner, il va pouvoir prédire une information bathymétrique, mais finalement, il va pouvoir vous prédire une information bathymétrique presque cohérente, et donc typiquement dans la zone 3, il peut prédire des têtes de roche, des fonds morphologiques qui ne sont pas forcément incohérents, et donc le modèle a tendance à prédire un fond, même si finalement on est en présence uniquement de bruit. Il y a également les hyperparamètres à analyser en détail. Donc, on a commencé à étudier ces hyperparamètres et j'ai parlé notamment des hyperparamètres associés à la structuration de la donnée. Mais voilà, il faudrait étudier plus en détail les hyperparamètres associés aux autres, vraiment au modèle en eux-mêmes. Enfin, les méthodes présentées sont finalement de niveau de complexité plus faible que ce qu'on voit aujourd'hui avec les approches deep learning. Et on pourrait réfléchir à justement mettre en place des approches plus complexes avec l'aide du deep learning, notamment pour la régularisation ou même pour la régression des fonds. Ce qui nous emmène maintenant finalement à notre troisième échelle, l'échelle macro, la décision. L'objectif de cette échelle, c'est que finalement, à partir du moment où on a étudié notre donnée, analysé notre donnée, on l'a structurée, on a réalisé notre modèle, l'idée c'était finalement de réfléchir à quelle est la qualité associée à ces modèles et quelle est la qualité associée au levé hydrosonographique. Alors les contributions associées à cette échelle sont la première d'entre elles, une construction de l'emprise spatiale fidèle, donc la surface minimale englobante, que je ne détaillerai pas dans le cadre de cette soutenance. Et une seconde contribution qui est là une contribution qui est née de l'équipe DECIDE et qui est une approche pluridisciplinaire de la qualité qui nous a permis de mettre en place l'inférence de paramètres de qualité par domaine d'expertise hydrographique et d'extraire automatiquement les paramètres de qualité. Alors, justement, en fait, la question qu'on s'est posée dans le cadre de ce niveau d'échelle, c'est quand on a un levé hydrocéanographique, donc avec des capteurs, SMF, lidar bathymétrique, on récupère donc tout un tas d'informations sur une emprise spatiale bien spécifique, avec la mesure bathymétrique, des mesures de courant, des mesures de marée. Et finalement, c'était de se poser la question si est-ce que la qualité associée à toutes ces mesures et l'évaluation même globale du levé associé à toutes ces mesures était la même pour un hydrographe, pour un acousticien ou un océanographe. Et en fait, en discutant avec ces différents domaines d'expertise, on s'est vite rendu compte que finalement, non, il était très intéressant au moment de l'évaluation d'un levé, s'intéresser justement à la préférence de ces différents domaines d'expertise. On a donc mis en place une chaîne de traitement d'aide à la décision multicritère qui permet, on le voit tout à gauche, à partir d'un utilisateur qui vient avec de la donnée et de la métadonnée, d'évaluer la qualité du levé et lui fournir des recommandations, et ce, grâce à un concept d'emploi qu'il aura choisi. Alors justement, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que ce processus donc, que je vais vous présenter a déjà été configuré pour ce concept d'emploi? Dans le cas où finalement un utilisateur arrive avec un concept d'emploi nouveau, la première chose à faire, c'est donc de réunir des experts
et d'essayer de justement déterminer les préférences associées à ces domaines d'expertise. La première chose à faire, c'est justement identifier les paramètres de préférence et identifier les paramètres de qualité. Finalement, on s'est rencontré avec les domaines d'expertise hydrographique, océanographique et acoustique, et on s'est mis d'accord sur une même liste de paramètres de qualité, donc qui est celle-ci. Donc sans rentrer en détail, mais par exemple, le premier paramètre de qualité qui est le CADSOC et qui est une information hydrographique générale sur un levé bathymétrique noté de A1 à U, donne un premier indice de qualité et est utilisé par les différents profils. Une fois que finalement on s'est mis d'accord sur une liste de paramètres de qualité à étudier, il faut maintenant interviewer les experts et essayer de comprendre pour chaque expert quelle est l'inférence de vos paramètres, quels sont finalement les différents niveaux de qualité que vous attendez pour passer d'une ligne de séparation d'un levé bon à un levé acceptable. Si on reprend notre exemple de CADSOC, on voit qu'un hydrographe va considérer qu'un levé est bon par 10 mètres de profondeur moyenne à partir du moment où le CADSOC a une valeur A1. Par contre, pour un levé d'une même profondeur moyenne, on voit qu'il va passer au niveau acceptable à partir du moment où le CADSOC va être considéré comme A2. Et ce qui est intéressant également sur la troisième ligne, c'est que finalement, on voit que ces paramètres de qualité, ils ne sont pas que dépendants du profil d'expertise, mais également du contexte dans lequel est réalisé le levé. Et donc typiquement, pour un hydrographe, par 1000 mètres de profondeur, son niveau de qualité va être finalement plus faible que par 10 mètres de profondeur. Donc là, ça se voit avec le CADSOC, qui est finalement un CADSOC bon par 1000 mètres de profondeur va être de niveau B, alors qu'il était A1 par 10 mètres de profondeur. Une chose qui est réalisée ensuite, c'est finalement une pondération de tous ces paramètres de qualité. Finalement, on a décidé avec l'expert de savoir pour tous les paramètres de qualité, quelles étaient l'inférence de ces paramètres et quels étaient les différents niveaux des différents paramètres de qualité. Et maintenant, l'idée de cette pondération, c'est de se dire, ce paramètre de qualité-là, en plus de connaître ces différents niveaux, il est plus important que tel autre paramètre. Typiquement, pour l'hydrographe, le CADSOC a une pondération maximale de 10. Donc, c'est le critère de qualité le plus important pour lui, pour son domaine d'expertise. Et finalement, si on regarde le critère de qualité trou ou erreur qui représente les trous présents dans une série temporelle d'auteur d'eau ou les erreurs qui sont présentes dans une mesure de marée, on voit que pour un hydrographe, ces critères de qualité sont un peu moins importants. Finalement, la dernière notion importante dans l'inférence des paramètres, c'est la notion de veto. Alors, l'objectif du veto, c'est de s'assurer que tous les levés ont un niveau minimal de qualité pour un certain critère de qualité. Donc là, par exemple, pour l'hydrographe, le veto s'applique sur la notion de couverture. Et donc, un hydrographe va trouver et va déterminer que son levé est de toute façon de mauvaise qualité si on n'atteint pas un minimum dans la couverture qui est de 100%. Donc en fait, après, n'importe quel, on pourrait avoir des niveaux de qualité qui soient très bons sur tous les autres critères de qualité. Si le levé n'atteint pas ce niveau minimum requis de 100% de couverture, pour l'hydrographe, le levé sera considéré comme un levé de mauvaise qualité. Finalement, on vient de finir la détermination des préférences. On considère que comment notre concept d'emploi a été identifié, a été configuré, et donc on peut passer à la phase de détermination des paramètres de qualité. Donc là, l'objectif est justement à partir de la liste des différents paramètres de qualité, venir les extraire dans chacun de nos levés, donc soit dans les métadonnées directement, par exemple pour le POSAC ou l'incertitude verticale des sondes ou l'incertitude horizontale des sondes, ou alors les déterminer automatiquement à partir des données brutes. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces informations de paramètres de qualité, qu'on a fait l'inférence de nos paramètres et qu'on sait les différents niveaux pour chaque domaine d'expertise, on peut réaliser l'évaluation multicritère. Et donc là, on a réalisé cette évaluation multicritère basée sur l'algorithme MRSort, qui permet à la fin finalement d'avoir l'évaluation de la qualité du levé et les recommandations associées. Alors si justement on s'intéresse à un exemple de sortie et l'exemple du profil acousticien, donc là on a testé pour le profil acousticien deux levés différents, un levé S2019-026 par 1000 mètres de profondeur qui est représenté par les carrés verts et la ligne verte, et un levé S2015-001 par 10 mètres de profondeur
caractérisée par la ligne rouge et les triangles rouges. Vous voyez également sur la figure le profil de séparation entre, à partir du moment où un paramètre de qualité considéré comme bon ou mauvais va être bon au-dessus de la ligne noire et mauvais en dessous de la ligne noire. Donc le levé en carré vert par millimètre de profondeur, on voit assez rapidement que lui, il va être jugé comme un levé de bonne qualité parce qu'il est au-dessus de ce profil de séparation pour la couverture, le type de capteur employé et le nombre de capteurs sédimentologiques utilisés. Ce qui fait qu'en fait, si on récupère la pondération associée à ces trois paramètres, il va dépasser ce qu'on appelle le seuil majoritaire et du coup, il est considéré comme un bon levé grâce à ce dépassement de seuil. Maintenant, si on s'intéresse au levé rouge, le levé par 10 mètres de profondeur, en fait, on voit que très rapidement, ce levé ne sera jamais considéré comme un levé de bonne qualité, justement parce qu'il arrive en fait dans une zone de veto pour l'acousticien. Alors pour l'acousticien, la zone de veto, elle est plutôt sur les aspects de nombre de capteurs sédimentologiques. Et donc on le voit arriver dans ce triangle noir, ce qui fait qu'en fait, en atteignant le veto, ce levé sera automatiquement considéré comme un levé de mauvaise qualité. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut justement réaliser des recommandations finalement à partir de ces informations. Et très rapidement, on peut dire, si on voulait améliorer le niveau de qualité de ce levé par 10 mètres de profondeur, qui est représenté par un triangle rouge, on aurait juste qu'à améliorer déjà dans un premier temps le nombre de capteurs sédimentologiques mis en place, ce qui permettrait de sortir de cette zone de veto. Et comme ça, en fait, on peut créer des recommandations pour chacun des paramètres, et notamment les paramètres qui vont avoir le plus d'impact. Donc encore une fois, pour le profil acousticien, la couverture, le nombre de capteurs et les capteurs sédimentologiques. En conclusion de cette échelle macro, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti donc d'un levé hydro-océanographique, d'un ensemble d'éléments de qualité associés à ces levées hydro-océanographiques, et on a réussi à déterminer et à prendre en compte la préférence des domaines d'expertise pour justement évaluer la qualité d'un levé hydro-océanographique. Alors le bilan des contributions associées à cette échelle macro, donc non présenté aujourd'hui, mais il y a la mise en production d'un outil de détermination de l'emprise spatiale et donc un outil d'optimisation de la détermination de cette emprise spatiale, et une méthodologie générale de détermination de la qualité d'une information en fonction du contexte et de la préférence des utilisateurs. Parce que là, moi, je vous ai présenté donc la méthode d'aide à décision multicritère qui est basée sur des levées hydro-océanographiques, mais en fait, cette méthode, elle peut être aussi complètement générale et elle peut fonctionner dans plein d'autres contextes, plein d'autres types de données. Enfin, une limite importante à cette échelle macro, c'est que finalement, là, aujourd'hui, on a évalué la qualité au niveau du levé, et donc ça repose beaucoup sur les métadonnées, et on pourrait s'intéresser, pour le coup, à redescendre à un niveau d'échelle et plutôt revenir à la structuration de nos données et se poser la question, est-ce que nos paramètres de qualité sont homogènes sur l'intégralité du levé, ou est-ce qu'il y a des zones où les niveaux de qualité sont moins bons? Je finirai la présentation par quelques conclusions et perspectives. Pour rappel, donc, les contributions de ce travail de recherche dans le cadre de l'échelle micro sont donc la réalisation d'une taxonomie exhaustive des méthodes de détection, la classification des sondes aberrantes qui repose justement sur une sélection et une implémentation des variables explicatives qui sont issues de cette taxonomie. Et dans l'échelle méso, une structure de données innovante et un modèle de régression pour prédire les fonds marins. Et dans l'échelle macro, la détermination de l'emprise spatiale d'un levé avec la mise en place en production d'un algorithme au sein du CHOM, et la méthode basée sur l'aide à la décision multicritère pour justement qualifier une donnée en prenant en compte les préférences des utilisateurs. Alors les perspectives de recherche sont encore nombreuses, hein. J'en ai déjà listé quelques-unes au cours de cette présentation, mais on voit bien que les approches deep learning sont encore à creuser, notamment pour la régularisation spatiale qu'on a pu un petit peu tester, mais pas étudier en détail. On voit qu'il y a également beaucoup d'hyperparamètres à tester pour les méthodes de machine learning, et il reste encore des choses à étudier et à analyser. Enfin, associé à ces deux premiers points, il y a toute la question de l'explicabilité des méthodes à analyser et à développer, notamment dans le contexte très particulier aujourd'hui de la donnée bathymétrique dans un service géographique, celui du contexte de la sécurité de la navigation. Enfin, sur l'approche d'aide à la décision multicritère, il reste encore des choses à valider. Là, on a pris un panel d'experts très restreint. Ce sera intéressant d'augmenter ce panel d'experts et pourquoi pas avoir un panel d'experts international. Et étudier la généralisation des méthodes développées dans les échelles et méso et macro. Donc encore une fois, par exemple, dans l'échelle macro, on s'est intéressé que
au contexte d'emploi hydrographie-océanographie, mais on pourrait très bien essayer de le généraliser dans un autre contexte d'emploi. Quelques perspectives métiers maintenant, plutôt à destination du chaume, mais on voit que dans un court terme ou long terme, il faut qu'on travaille sur améliorer l'apprentissage afin de prédire les zones sans bathymétrie, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Également, consolider le processus d'aide à la décision multicritère avec davantage de critères de qualité. Là, aujourd'hui, on se repose que sur 10 critères de qualité, mais on pourrait en construire beaucoup d'autres. Et notamment réfléchir à la thèse de la phase inverse. Alors, ce qu'on considère comme la phase inverse, c'est finalement partir du prescripteur du levé et du décideur et essayer que le prescripteur, finalement, il indique son emprise spatiale, il indique la qualité du levé qu'il va vouloir obtenir, et qu'en fait, on découle tous les différents paramètres de qualité pour chacun des critères qu'on aura pu mesurer. Et enfin, préparer la capacité hydro-océanographique future, le programme d'armement chauffe au sein du CHOM au travers de toutes ces études. Enfin, j'aimerais finir cette soutenance avec une ouverture et une discussion sur l'évolution du métier d'hydrographe. En effet, on voit depuis quelques années maintenant, mais que la science des données agit vraiment comme un facilitateur pour les hydrographes. On voit par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la caractérisation des fonds marins. On voit l'industrie qui s'intéresse à la détection des sondes aberrantes dans les données bathymétriques SMF. On voit de l'intelligence artificielle dans la dronisation des efforts à la mer, l'automatisation, la navigation. Et finalement, aujourd'hui, la bascule du métier d'hydrographe, on la sent bien, elle va vers plus de contrôle et finalement moins de traitement manuel. Et donc, moins de travail répétitif, ennuyeux, donc vers une vraie facilitation du métier, et ce qui va vraiment lui permettre aussi de se concentrer sur les tâches de plus forte valeur ajoutée et où tout son sens marin prend sens en fait. Néanmoins, il y a une vraie nécessité d'accompagner les opérateurs pour que les limites de telle méthode soient bien connues, et ce afin de conserver un sens critique fort. Tout ça pour conserver l'humain au centre du processus de décision et finalement remettre l'humain au centre de la donnée. Merci pour votre écoute et votre attention, et je me tiens prêt à répondre à toutes vos questions.